2 chiffres seulement et tout vacille au Burkina Faso. 15 600 détenus libérés, 92 du territoire reconquis. En quelques mois, un pays qu'on disait à genoux transforme ses prisons en casernes et ses exclus en soldats sous un soleil chargé de colère d'insomnie. Mais pour les citoyens, pour les voisins, pour ceux qui observent Ibrahim Traoré à distance, cette équation audacieuse est-elle une rédemption ou une bombe à retardement pour tout le Sahel? Dans ce brouillard d'espoir et de crainte, une chose est sûre, rien ne redeviendra comme avant si cette expérience tient bon. La décision d'Ibrahim Traoré, plus qu'un simple changement de politique, a ébranlé les fondements du système judiciaire et de l'ordre social au Burkina Faso. Il n'a pas seulement libéré des criminels, il a transformé la notion de justice elle-même. Cette réforme a pour objectif de créer un modèle où la réhabilitation et le service national deviennent des symboles de la dignité retrouvée plutôt que la punition et l'exclusion. Pour les citoyens, cela signifie une nouvelle chance, un avenir où le pays peut se reconstruire sur des bases solides. Mais cela n'est pas sans risque. Si ce modèle échoue, la nation pourrait se retrouver à la merci de ceux qu'elle a voulu réhabiliter, et l'équilibre fragile qu'essaie de maintenir Ibrahim Traoré pourrait se briser. Toutefois, si cette expérience réussit, elle pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel et d'Afrique. Une question demeure. Ce pari audacieux d'Ibrahim Traoré, est-ce le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, ou bien un jeu dangereux qui pourrait tout faire basculer? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a déjà réalisé des progrès impressionnants, récupérant 92% de son territoire perdu aux mains des groupes armés. Cette transformation n'est pas seulement militaire, elle est aussi morale et sociale. En moins de 2 ans, le pays a su inverser la tendance de la violence et du chaos pour renouer avec un semblant de paix et de stabilité. La libération des détenus et leur reconversion en soldats, loin d'être une simple stratégie militaire, est un véritable test de cohésion nationale. Le programme a permis de créer une armée de travailleurs soldats, transformant la rédemption en un symbole de productivité et de fierté pour la nation. La question est de savoir si cette expérience pourra réellement s'étendre à l'ensemble du pays et au-delà des frontières du Sahel. Si cela fonctionne, le Burkina Faso pourrait offrir une alternative à l'approche de la justice telle qu'elle est pratiquée en Occident, où la répression prédomine encore souvent sur la réhabilitation. Cependant, de nombreux obstacles demeurent, notamment la réaction des forces étrangères et des observateurs internationaux qui voit dans ce projet une militarisation du désespoir plutôt qu'une solution viable. Mais à travers cette crise, Ibrahim Traoré semble redéfinir non seulement la notion de souveraineté, mais aussi celle de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle se réapproprie son destin. Dans les villages du Nord, l'impact du programme apparaît d'abord à travers les trajectoires individuelles, ces récits discrets qui éclairent mieux qu'un rapport officielle la transformation en cours. À Koudougou, un agriculteur raconte comment l'unité de patrouille chargée de sécuriser les routes a changé le rythme du marché hebdomadaire. Là où les embuscades forçaient autrefois les commerçants à rentrer avant midi, les étals restent ouverts jusqu'au coucher du soleil, permettant aux familles de vendre assez pour couvrir la saison sèche. Plus à l'est, dans une commune autrefois désertée, une institutrice décrit le retour progressif des parents d'élèves. Elle se souvient des années où chaque absence signifiait qu'une famille avait fui ou qu'un enfant avait été recruté par un groupe armé. Depuis l'arrivée des nouvelles unités, elle voit les enfants revenir en uniforme scolaire, certains accompagnés de proches dont le passé carcéral n'est plus un stigmate, mais un rappel d'un chemin rattrapé de justesse. Ces micro-portraits ne cachent pas les tensions. Des habitants craignent encore que ces hommes formés en urgence retombent dans leurs anciens réflexes. D'autres redoutent que la discipline militaire prenne le dessus sur la confiance civile. Pourtant, partout où des casernes de transition s'installent, on observe le même schéma.
Les commerces reprennent, les champs réouvrent, les chemins se remplissent de voyageurs. Rien n'est garanti, mais un fil conducteur apparaît. La sécurité renaît lorsqu'elle circule entre les mains de ceux qui en subissent le manque. Et c'est là que tout se joue. Tout démarre par un choc administratif presque anodin dans sa forme, un décret de 12 lignes signé à la première heure du lundi. Les directeurs de prison reçoivent l'ordre de dresser les listes des condamnés pour survie, vol de riz, rixe de marché, misère transformée en délit. Les registres s'ouvrent, la poussière tombe et un chiffre s'impose. 15 600 noms. Le signal est donné. L'ordre a été donné. Alors, les portes s'entrebâillent, pas pour libérer des innocents, mais pour réorienter des vies. Les bus militaires arrivent, les uniformes sont empilés dans des sacs kaki, les officiers relisent les consignes. On ne parle pas de pardon, on parle de service. Et derrière chaque geste, l'ombre claire d'Ibrahim Traoré plane, rappelant que cette décision n'est pas un élan moral, mais un changement de paradigme. Les détenus sortent, alignés, silencieux, sous des regards qui oscillent entre scepticisme et intuition de quelque chose d'inédit. À l'aube du troisième jour, le programme bascule dans un autre registre. Le programme atteint un moment critique. Au centre d'entraînement de Pau, des milliers d'hommes se tiennent au garde à vous. Ils n'ont plus de numéro, seulement un écusson noir cousu à la main. Le premier exercice est brutal. 10 kilomètres dans la poussière, sous une chaleur qui fend les lèvres. Les instructeurs, vétérans des guerres asymétriques, hurlent cadence, soufflent, discipline. Les recrues tombent, se relèvent, tombent encore. Les journalistes étrangers, stupéfaits, demandent comment un pays brisé peut espérer reconstruire une armée avec ceux qui l'avaient enfermé. Les instructeurs répondent à peine. Le terrain, seul, répond. La métamorphose gagne en densité. Le soir, les cours d'histoire remplacent les longues heures d'ennui carcéral. On enseigne le Sahel, ses frontières, ses blessures, ses promesses. On enseigne le pays comme une responsabilité collective, pas comme un territoire lointain. Dans la cour, des torches s'allument. Des hommes qui n'avaient plus d'avenir apprennent à lire une carte, à sécuriser un axe, à servir dans un peloton. L'idée n'est plus de punir mais de redéployer des forces humaines. Puis, sans fracas, vient la Duchamp. Les villages voient la différence avant même les autorités. Les marchés rouvrent tard. Les routes voient passer des patrouilles. Les femmes reviennent cultiver les champs qui, des années durant, étaient abandonnés. Les familles reconnaissent des silhouettes. Un père murmure que son fils, autrefois enfermé pour une bagarre idiote, protège désormais le hameau qu'il menaçait sans le vouloir. La peur recule juste assez pour laisser entrer une prudence nouvelle. Les observateurs occidentaux parlent de dérive militarisée. Les habitants, eux, parlent de retour du souffle. Et dans les bureaux de la capitale, Ibrahim Traoré suit l'évolution du programme comme on surveille une braise. Si elle s'éteint, tout meurt. Si elle prend, tout peut renaître. Ce n'est plus une expérience, c'est une transition qui reconfigurera le pays, qu'on le veuille ou non. Les premiers chiffres nationaux, attendus comme un verdict silencieux, tombent 6 mois après le lancement du programme. Ils ne racontent pas une opinion, mais une bascule mesurable. Le ministère de la Défense publie un rapport synthétique, 3 indicateurs clés, 3 mouvements nets qui redessinent la trajectoire d'un pays longtemps paralysé par la violence. Les analystes étrangers scrutent ces données, cherchant la faille, l'exagération ou l'angle mort statistique. Pourtant, les séries convergent et dessinent une tendance qu'aucune lecture hostile ne parvient à neutraliser. Le premier chiffre montre qu'une baisse de 37% des attaques terroristes. Cette réduction reflète un déplacement réel des zones de confrontation vers des axes plus contrôlés. Les experts militaires expliquent que les nouvelles unités connaissent que les villages et les sentiers oubliés. Ils savent où la peur se cache et où elle s'installe la nuit. La courbe montre une chute continue, sans plateau inquiétant. C'est une stabilisation,
né d'un terrain reconquis centimètre par centimètre. Le deuxième chiffre indique que plus 21% de production agricole dans le nord. Ce pourcentage résulte d'un phénomène simple. Lorsqu'un champ n'est plus miné, il redevient cultivable. Les unités patrouillent, déminent, protègent les moissons et réparent les canaux d'irrigation endommagés par des années d'abandon. Dans les registres locaux, plus de 600 hectares ont été remis en culture. Ces hectares restaurés créent un effet domino sur les marchés régionaux. Le troisième chiffre souligne que taux de récidive tombé à zéro. Ce zéro, immédiatement contesté par certaines ONG, reflète néanmoins une réalité opérationnelle. Les anciens détenus intégrés au programme sont suivis par des équipes de supervision formées pour repérer toute dérive. Aucune désertion, aucun acte de trahison, aucune fuite signalée. Les sceptiques parlent d'un mirage administratif, mais aucun rapport de terrain ne contredit ces données. Ce zéro crée une économie budgétaire que même les critiques doivent reconnaître. Les conséquences financières, elles aussi, deviennent visibles. 4 prisons fermées réaffectées en centres communautaires ou en dépôts logistiques. 8% du budget militaire redistribué vers des infrastructures locales. Des routes secondaires assainies et rouvertes permettant le retour des artisans sur des axes autrefois désertés. Un conseiller affirme que ce transfert budgétaire n'est pas un luxe mais une nécessité vitale pour un pays qui doit produire avant de se défendre. Ces métriques ne valent pas seulement par leur précision, elles valent par la cohérence qu'elles esquissent. Un pays pauvre a prouvé qu'en réorientant ses ressources humaines plutôt qu'en les détruisant, il peut réduire la violence, nourrir sa population et restaurer l'ordre. Dans une réunion fermée, Ibrahim Traoré résume ce basculement en une phrase. Quand la base était la ruine, le delta actuel devient une renaissance. Les chiffres, parfois, sont des prières muettes. Et lorsque plusieurs prières racontent la même histoire, même les puissances qui détournaient le regard commencent à recalculer leur certitude. Les débats autour du programme atteignent leur intensité maximale lorsqu'apparaissent deux lectures irréconciliables, chacune portée par des acteurs qui voient dans cette expérience soit une issue nécessaire, soit une dangereuse dérive. La première lecture, largement relayée par certaines chancelleries occidentales, affirme qu'armer 15 600 anciens détenus revient à confier la sécurité nationale à ceux qui ont enfreint la loi. Selon ces critiques, aucune réforme ne peut effacer le risque structurel. Des recrues formées en urgence pourraient, un jour, retourner leurs armes ou suivre des logiques de clans encore vivaces dans certaines zones rurales. Les rapports étrangers parlent de insubordination latente, insistant sur l'idée que la morale ne peut pas s'improviser sous uniforme. La seconde lecture, issue du terrain, renverse cette perspective. Pour les familles, les paysans, les commerçants et les enseignants, qui ont vu ces unités patrouiller, le programme n'est pas une militarisation du désespoir, mais une transformation du désordre en utilité. Les habitants rappellent que ces hommes connaissent les pistes, les abris, les ruses, les angles morts. Ils savent ce que la peur fait au corps et à l'esprit. Les commandants expliquent que celui qui a tout perdu ne combat pas pour l'ordre, il combat pour renaître. Ce constat n'est pas théorique. Aucune désertion signalée, aucune trahison, aucun acte violent interne depuis le lancement du programme. Entre ces deux visions, le point de bascule repose sur les faits. Les chiffres convergent. Les 37% d'attaques, plus 21% de production agricole, zéro récidive. Les routes rouvertes, les villages repeuplés, les marchés rallongés témoignent d'une dynamique que l'argument moral seul ne suffit pas à expliquer. Les opposants craignent d'un effondrement brutal. Les défenseurs constatent un redressement mesurable. Ainsi, la confrontation idéologique ne se règle ni par slogan ni par déclaration. Elle se règle par le réel qui s'accumule. Et pour l'instant, c'est le réel qui tient bon.
une bascule silencieuse apparaît. Elle n'éclate pas en une annonce officielle, ni en une célébration publique, mais dans un détail que seuls les analystes attentifs discernent. Les unités issues du programme ne se contentent plus de stabiliser les zones reprises, elles commencent à remodeler les rapports de force régionaux. À Dori, à Kaya, à Gorom Gorom, des routes commerciales autrefois fermées rouvrent sans escorte étrangère. Les transporteurs reviennent, prudents mais déterminés, testant chaque axe comme on teste une braise encore rouge. Puis un nouvel élément change la lecture générale. Des drones non identifiés survolent le Sahel, brouillant les communications et rappelant que l'ingérence n'a jamais réellement quitté la région. Les anciens alliés nient toute implication, mais les cartes aériennes indiquent d'anciens couloirs utilisés par des bases étrangères. Là, le programme devient autre chose qu'un outil intérieur. Il devient un défi géopolitique. Dans les conseils restreints, Ibrahim Traoré refuse la rhétorique du conflit et opte pour la préparation méthodique. Les unités sont redéployées non pour attaquer, mais pour tenir debout. C'est le moment où l'expérience cesse d'être défensive. Elle devient une déclaration de souveraineté. Les effets réels du programme se dévoilent d'abord à travers la vie quotidienne, non pas dans les discours officiels, mais dans ce qui change concrètement pour les civils, les marchés, les écoles et même les frontières. Ces transformations peuvent se lire en 4 blocs distincts, 4 couches d'impact qui redessinent la carte sociale du Burkina Faso. Au niveau national, la sécurité intérieure connaît un réarmement civique inédit. Les routes secondaires rouvrent en cascade. Plus de 120 axes commerciaux, jadis impraticables, sont de nouveau fréquentés. L'État, longtemps réduit à des îlots administratifs, retrouve une présence territoriale plus stable, perceptible dans les marchés rallongés, les transports interurbains réguliers et la baisse du prix de certains produits acheminés depuis le nord. Les rapports signalent également une diminution des déplacements forcés. Là où les villages se vidaient, ils se repeuplent graduellement, créant un retour à l'équilibre démographique que même les autorités n'osaient plus espérer. Sur le plan économique, le tissu productif, affaibli par des années de chaos, bénéficie d'un regain inattendu. Les ateliers de mécanique, de menuiserie et de maintenance se multiplient le long des axes nouvellement sécurisés. Les transporteurs investissent à nouveau dans des camions et les petites coopératives agricoles rouvrent leurs chaînes de distribution. Les commerçants affirment que la confiance revient plus vite que le crédit bancaire. Dans certaines zones, la circulation monétaire augmente de près d'un tiers simplement grâce à la reprise des marchés régionaux. Cette dynamique s'accompagne d'un début de formalisation. Les autorités constatent une hausse des immatriculations d'entreprises locales, signe que l'économie informelle commence lentement à sortir de l'ombre. Sur le plan social, les écoles retrouvent leurs élèves, mais surtout leur rythme. À Kaya, des enseignants racontent que les cérémonies du drapeau attirent désormais les familles, fières de voir les nouvelles unités participer aux activités éducatives. Les anciens détenus, autrefois exclus des récits communautaires, deviennent paradoxalement des vecteurs de discipline sociale. Les sociologues parlent d'une justice visible, où la réinsertion ne se déroule pas en coulisses, mais en pleine lumière. Les peurs persistent, mais elles ne suffisent plus à bloquer l'envie collective d'avancer. 4. Au niveau régional, le programme attire l'attention des voisins. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour analyser ce modèle hybride, mi-judiciaire, mi-militaire. Les organisations régionales restent prudentes, mais les rapports internes indiquent un intérêt croissant pour un système capable de réduire la violence tout en libérant de la main-d'œuvre productive. Certains diplomates estiment même que le Burkina Faso est en train de devenir un laboratoire de souveraineté. Au centre de cette dynamique, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un symbole de rupture assumée. Ainsi, l'impact ne se limite pas aux chiffres.
Il se lit dans les gestes, les routes, les visages. Une société entière teste un nouveau système pour survivre et peut-être pour être. Les 6 à 12 prochains mois forment une zone charnière, un espace où chaque décision peut amplifier ou fissurer les progrès accomplis. Pour les conseillers stratégiques, 3 trajectoires se dessinent, chacune avec ses conditions, ses gains potentiels et ses vulnérabilités cachées. Rien n'est écrit d'avance, mais chacune éclaire une facette du futur immédiat du Burkina Faso. Dans le scénario de base, la continuité stabilisée. Si la dynamique actuelle se maintient, les unités hybrides seront progressivement intégrées dans l'armée régulière. Les incursions frontalières continueraient de reculer, tandis que la production agricole enregistrerait une hausse supplémentaire, de l'ordre de 8 à 10%. Le budget militaire pourrait être réduit d'environ 15%, les ressources ainsi libérées étant réinvesties dans des infrastructures locales. La stabilité ne serait pas spectaculaire, mais suffisamment solide pour consolider les transformations en cours. Dans le scénario optimiste, la consolidation régionale. Dans cette projection, le Burkina Faso deviendrait un centre de formation pour le Sahel, accueillant des contingents du Mali et du Niger. Les anciens détenus, désormais instructeurs, transmettraient leur discipline à des troupes étrangères en quête de modèles alternatifs à l'assistance occidentale. Les partenariats avec la Russie, la Turquie ou certains États asiatiques s'amplifieraient, diversifiant l'appui technique et réduisant la dépendance historique aux puissances européennes. Une autonomie régionale pourrait émerger, redéfinissant les équilibres diplomatiques. Dans le scénario pessimiste, la rupture fragile. Si une mutinerie éclate, si la discipline faiblit ou si une opération extérieure crée une fracture interne, les fondations du programme s'effondreraient brutalement. Les critiques parleraient de échec idéologique, les sanctions internationales pourraient revenir sous couvert de droits humains, et la confiance populaire disparaîtrait dans quelques semaines. Le pays se retrouverait dans un vide stratégique encore plus profond qu'avant la réforme, piégé entre dépendance forcée et instabilité chronique. Ce triptyque révèle une vérité simple. Aucune trajectoire ne peut tenir sans un ancrage mental collectif. La question n'est pas seulement ce que le pays peut gagner, mais ce qu'il accepte de protéger. Adopter une pensée longue sera la seule garantie contre les secousses immédiates. Pour comprendre ce que cette transformation signifie réellement, il faut descendre du niveau stratégique pour écouter ce que vivent les citoyens. 3 groupes, 3 expériences, 3 manières de ressentir le basculement en cours. Pour une première catégorie de citoyens, la jeunesse urbaine. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les jeunes voient dans ce programme un miroir inattendu. Les vidéos d'entraînement devenues virales circulent comme un antidote à la résignation. Pour une génération longtemps persuadée que l'avenir se trouvait ailleurs, l'idée qu'un pays peut renaître par sa propre énergie crée un souffle nouveau. Certains étudiants expliquent que cette réforme réhabilite un mot longtemps vidé de sens: possibilité. Pour un autre groupe de familles, les familles rurales. Dans les communes touchées par les violences, le changement se lit dans les gestes quotidiens. Les femmes reviennent aux champs, les marchés rallongent, les déplacements ne sont plus dictés par la peur. Les mères dont les fils ont été intégrés au programme oscillent entre prudence et fierté, mais toutes reconnaissent en une chose: la sécurité redevient visible, presque tangible. Pour elles, la réforme n'est ni une théorie ni une polémique, c'est une respiration retrouvée. Pour les observateurs régionaux, la région qui observe. Les 2 journalistes venus du Mali, du Niger ou du Ghana assistent aux cérémonies en silence, notant que ce qu'ils voient ne correspond ni aux récits anxieux relayés à l'étranger, ni aux caricatures habituelles sur la gouvernance africaine. Ils ne s'avancent pas sur l'avenir, mais tous admettent que le Burkina Faso ouvre une brèche. Un pays pauvre peut créer son propre modèle sans tutelle extérieure. Ainsi,
L'impact dépasse le cadre national. Il touche les regards, les attentes, les horizons. Pour qu'une réforme aussi ambitieuse survive au prochain cycle politique, elle doit devenir un système mesurable plutôt qu'une intuition portée par quelques figures. C'est précisément l'étape que le gouvernement enclenche. Transformer une expérience en méthode, une méthode en doctrine, une doctrine en mécanisme durable. 5 leviers structurent cette consolidation. Standardiser la formation. Les centres d'entraînement passent sous double tutelle défense-justice. L'objectif est clair. Éliminer les variations locales, garantir une discipline identique et éviter toute dérive militante. Selon un indicateur important, taux d'évaluation trimestriel, homogénéité des performances, incidents disciplinaires signalés, institutionnaliser l'éducation civique. Les modules inspirés du programme entrent dans les écoles, universités et administrations. On y enseigne la dignité comme compétence pratique. Selon un indicateur important, participation annuelle, notation des modules, retour des enseignants. Mutualisé au niveau régional. Des accords sont signés avec le Mali et le Niger pour former des forces civiles mixtes. La coopération devient un outil de souveraineté partagée. Selon un indicateur important, nombre de recrues régionales formées, rotation des instructeurs, opérations conjointes. 4. Ancrer la transparence par les chiffres. Chaque initiative doit produire une preuve. Village reconstruit, hectares remis en culture, économie générée, taux de récidive. Ibrahim Traoré rappelle que, sans chiffres, une idée reste un slogan. Selon un indicateur important, tableau consolidé mensuel et audits externes. 5. Pérenniser la présence communautaire. Les unités doivent assurer sécurité, médiation locale et soutien logistique léger. Selon un indicateur important, demande communautaire résolue, réduction des litiges locaux, continuité des marchés. Chaque levier répond à la même logique, sécuriser ce qui fonctionne avant d'amplifier ce qui inspire. Le moment qui résume toute cette trajectoire ne se trouve ni dans une statistique ni dans un décret, mais dans une scène presque ordinaire. Sous le soleil rouge du Sahel, les unités réhabilitées défilent pour la première fois sur l'avenue d'Ouagadougou. Pas de triomphalisme, pas de bruit d'armes, seulement le rythme régulier des bottes et l'écusson noir qui rappelle le passé laissé derrière eux. Dans la foule, les mêmes familles qui craignaient autrefois ces hommes les applaudissent sans hésiter, comme si la honte avait changé de peau. Les marchés, les champs, les routes qu'ils sécurisent deviennent soudain des symboles vivants de cette justice qui se reconstruit dans la lumière plutôt que dans les murs. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré marche sans estrade, la main sur l'épaule des soldats, comme pour rappeler que l'autorité n'est pas un trône mais une présence. Il ne prononce aucun discours, le silence suffit. Une mère explique à son fils que ceux qu'il voit ne sont plus des criminels, mais des hommes qui ont réappris à tenir droit. Cette scène tient en une seule vérité. La dignité peut renaître là où tout semblait perdu. Il reste une question, simple mais décisive. Que faisons-nous en tant que lecteurs, témoins, voisins ou partenaires d'une expérience qui redéfinit la justice en pleine lumière? Le Burkina Faso n'a pas cherché l'admiration ni le scandale. Il a choisi d'avancer avec ses propres moyens, sans attendre qu'un autre vienne lui expliquer comment se relever. Ce parcours ne demande ni adhésion aveugle, ni rejet automatique, seulement une attention honnête. Les nations se transforment rarement sous les projecteurs. Elles changent lorsqu'un peuple accepte de regarder ses blessures sans détour et de transformer ses faiblesses en outils. Si cette démarche vous interpelle, partagez-la, discutez-en, mettez-la en perspective avec d'autres trajectoires africaines ou nationales.
La compréhension n'avance que lorsqu'elle circule. Le Sahel n'est pas qu'un champ de crise, c'est aussi un territoire d'expérimentation, d'audace et de souveraineté retrouvée. Alors, une dernière question reste ouverte pour chacun. Que feriez-vous, vous, si la justice devenait visible?